Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en direct du lundi au jeudi. On vit pas dans la même France, cette exceptionnelle émission, cette émission exceptionnelle qui fait se rencontrer deux mondes qui ne se parlent jamais et puis qui vous permet de mieux comprendre la politique, les sujets de société, parce qu'on parle d'une manière un peu plus simple, un peu plus cool. On reçoit chaque soir un politique, que ce soit un député, un ministre, un sénateur, on en a un des maires, tout ça, toute la clique qui débat tous les soirs avec une personnalité publique, influenceur, médiatique, voilà, des gens qui savent parler au public, qui savent fédérer, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils arrivent à fédérer, ce que n'arrivent pas forcément à faire certains politiques qui ont du mal, et c'est pour ça que beaucoup de gens décrochent de la politique et sont en rupture politique. Et comme chaque soir, je suis accompagnée de Mathias Renner. Bonsoir Mathias. Bonsoir Magali, comment allez-vous? Et toi? Mais en fait, t'es tout le temps en live. Moi? À la radio, ouais. Et maintenant tu fais des lives aussi. Ah, je suis sur Whatnot tous les jours. Faut expliquer aux gens, Whatnot c'est une plateforme pour vendre les vêtements en ligne, c'est ça? C'est la seconde main aux enchères, c'est incroyable, je m'éclate. Apparemment t'es une star là-bas, on m'a dit. Ah, je m'éclate, écoute. J'entends partout, Magali a fait des lives, Magali a fait des lives. Je me régale, mais j'encourage tout le monde à y aller. Toute ta vie t'es en live sympathique. Bah oui, je fais des lives sur la radio, je fais des lives sur Whatnot, je fais des lives sur Instagram, je fais des lives sur Snapchat. Voilà. Ah, une star. Et toi? T'attires la lumière. Et on est en live sur Instagram. Et oui, et sur YouTube. Magali Berda. Et sur le YouTube de Sud Radio. Combien de followers? 1 200 000 abonnés. Ah, 1 200 000, mais bon. C'est pas grave, c'est pareil. C'est toujours pareil. Moi, je rajoute toujours des zéros. C'est la plus grande radio de France sur YouTube. Exactement. Non, mais il faut quand même le dire, excusez-moi, mais voilà. Émission influenceur. Émission influenceur, ce qui veut dire réseaux sociaux, et on est sur la plus grande radio web quelque part entre guillemets. Sur YouTube, c'est donc vrai. voilà, je suis très fière, très heureuse. Alors ce soir, on va parler d'un sujet. Dis-moi Mathias, toi aussi, dis-moi, tu nous as fait des vagues un peu ce week-end là, médiatiques. Des vagues? Eh bah oui, monsieur. On va où? J'ai fait des vagues, mais on va pas surfer dessus. On va passer le sujet. Et ouais, apprendre, plus apprendre, non. Du coup, plus apprendre. Ça y est, plus apprendre? Mon cœur? Oui. Ah non, ça y est. Ah, ça y est. Bah ouais, comme quoi, tu vois, en 2026, tout arrive. Ah, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Si un jour on m'avait dit ça, mon Dieu. Tu te rends compte? Ça fait 10 ans que tu me connais, je crois que... Bon, après, on s'appellera après, au pire. Tu vas arrêter de draguer nos invités. Non, je drague pas, c'est toi qui me demande à chaque fois pour faire l'entertainment. Bien sûr. Je suis dans le show. Alors, ce soir, faut-il armer toutes les polices municipales? C'est une question très intéressante, tout simplement parce que moi, j'ai appris ça grâce à cette émission sur Sud Radio, grâce à notre émission. J'ai appris que la police municipale n'était pas forcément armée et que ça dépendait des maires. Ça dépend de la mairie dans laquelle elle est, dans la ville dans laquelle elle existe, et c'est assez ouf, je trouve, parce que du coup t'as une mairie à gauche, enfin t'as une ville à gauche avec la police municipale armée, et t'as une autre ville, alors quand je dis à gauche à droite, c'est pas les partis politiques, hein, pardon, c'est une expression, et t'as une autre ville à côté, on va dire, où eh bien ils sont pas armés, donc et on a appris aussi que le maire était le premier policier de exactement, et je pense que ce soir cette émission va être super intéressante, et pour parler de ce sujet, on reçoit Bruno Clavé, qui est député RN du Pas-de-Calais, que je vais présenter dans pas longtemps. Bonsoir. Bonsoir Bruno. Et qui va débattre en face de Paul Mélin, qui est essayiste et chroniqueur télé. J'ai hâte qu'on en parle tous les deux. Je veux savoir. Bonsoir Paul. Par contre, j'ai besoin de savoir, c'est quoi un essayiste? C'est quelqu'un qui écrit des essais. Les essais, c'est un style littéraire, c'est-à-dire que vous avez des romans, vous avez des autobiographies, vous avez des autofictions, vous avez des bandes dessinées, vous avez des mangas. Il y a plein de types de livres. Moi, j'écris principalement des essais, même si j'ai aussi un roman en préparation qui va paraître chez Fayard. Mais un essai, c'est quand vous avez un engagement intellectuel sur un sujet, par exemple. Vous dites, tiens, je vais faire un livre et je vais lancer un sujet dans le débat public. Moi, par exemple, j'ai fait un essai sur la gauche, sur l'histoire de la gauche. J'ai dit, voilà, la gauche aujourd'hui, elle va pas telle qu'elle est, donc moi j'entends la libérer. J'ai écrit ce livre qui s'appelle Libérer la gauche, où j'ai dit tiens, on va parler des idées. Voilà, c'est ça que j'aime faire. Mais c'est un livre avec autant de pages. Cette invitation avec il peut y avoir c'est un livre pareil, quoi. Ah oui, ça peut être 200, 300, 500, 1000 pages, ça peut être et ça peut être d'ailleurs même parfois un petit pamphlet de 30 ou 40 pages, un essai. Donc si moi je fais un livre sur mes histoires sur par exemple mes histoires de cyberharcèlement, et que je lance le sujet sur le cyberharcèlement, c'est un essai. Ça peut être classé dans les catégories essais documents, sauf si par exemple vous écrivez à la première personne et que vous faites manière d'autobiographie, ou même que vous voulez changer un peu la réalité, vous pouvez écrire une autofiction. Et à ce moment-là, vous assumez de mentir à vos lecteurs. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour faire une fiction. Mais est-ce que dans vos livres, il y a des dessins pour que Magali puisse le lire?
Ça, c'était une vieille blague qu'avait fait Jacques Chirac. Il avait dit, je vous mettrai les coloriages dans le livre la prochaine fois si vous savez pas lire. Bon, C'était une manière de se moquer. Il oublie de vous dire que j'ai écrit 3 livres déjà. Voilà, dont un qui a été best-seller. Voilà, tu vois. Dont Mais qui un aime bien, qui a été- châtie bien. Dont un qui Donc a en été fait, on est best-seller. collègues, Magali, on est Et un qui essayistes tous arrive. les deux, quoi. Exactement. J'ai fait Il y en a un 26, qui arrive aussi, 25 ou 26 000 ventes, je crois que j'ai fait sur mon T'as- premier livre. T'as une Non, mais famille c'est qui vrai. t'aime autant? Bah tu crois quoi? J'ai des gens qui me suivent, moi, C'est qui incroyable. m'écoutent. Hein. Et oui, non, je suis en préparation du 4e exactement, qui va être chaud bouillant. Celui-là, je Basé dis sur pas quoi? quand il va sortir. Ah bah ça va retracer toute mon histoire Magali l'essayiste. réelle. Ah, je vais être en essayiste complet. On va marquer Magali Berda, essayiste. J'ai trop hâte. Je vais avoir l'impression d'être un télo. Alors, on revient sur le sujet. Alors, Paul Mélin, donc vous êtes essayiste. Maintenant, je sais ce que c'est un essayiste. C'est un écrivain. Oui. Qui lance un sujet de société à travers un livre. Absolument. Voilà. Et chroniqueur, vous intervenez régulièrement dans les médias pour décrypter l'actualité politique et intellectuelle. Vous êtes très intellectuel, vous. Vous défendez une réflexion ancrée à gauche autour des questions de souveraineté, de transformation sociale et d'écologie. Vous êtes également l'auteur de plusieurs essais, dont Enfants de la déconstruction et plus récemment Libérer la gauche, ce que vous venez de nous expliquer. Et vous êtes chroniqueur chez Télématin. Et vous co-animez sur France Info TV le magazine Le Pour et le Contre. Absolument, avec Nathan Dever. Quel Du CV. vendredi au dimanche à 22h sur France Info. Voilà. Quel CV. Alors, vous êtes jeune. Encore, oui, mais ça, vous savez, Oui. c'est une maladie dont on guérit vite. Hein. Vous avez quel âge? J'ai 30 ans. 31 ans, je Non. viens de fêter. Oui. Vous avez 31 ans. Ouais, je fais plus, vous trouvez? Non, mais je trouve que vous faites plus mature. Ah, c'est Vous gentil. voyez, il y a des gens de 30 ans, vous voyez, c'est pas le même C'est délire. vrai. Vous voyez, Mathias, à côté de vous, c'est différent. Ouais, j'ai passé l'arme à gauche, moi, là-dessus. Non, mais c'est fou. C'est J'ai l'impression subjectif, de. l'âge. Ouais, voilà, c'est L'âge, ça. c'est des conneries. Vous savez, moi, j'en ai souffert parce que quand j'avais 14 ou 15 ans, on me donnait 10 ans de plus. Ah ouais? Parce qu'ils se disaient, ce type-là parle déjà comme un vieux livre. Donc, en fait, c'est parfois l'âge. Ouais. Certains ont envie de faire plus vieux, de se vieillir, surtout en politique. Vous voyez, Jordan Bardella, il a mis des lunettes, il s'est grimé un peu en homme respectable, en notable, plus âgé, etc. Et d'autres ont envie de rajeunir, donc ils vont dans les cliniques de chirurgie esthétique Comme pour moi. paraître plus jeunes. Tout comme moi. Oui, mais c'est très bien. Moi, j'ai pas d'idéologie entre les deux. Je trouve les deux intéressants, mais chacun veut pas faire son âge dans les deux sens. Ah, moi, j'adore être fraîche. Non, Bah vous avez 25 ans, Magali, c'est oui, ça à peu c'est près. ça. Exactement. Non, les On lui a 40, demandé d'être gentil au début, c'est pour ça. j'ai- Moi, je Arrête, suis d'un toi. naturel très gentil. Les chirurgiens, c'est des essayistes sur Magali. Non, c'est des réussistes. Merci, là, Ah, c'est ouais. gentil. Tu vois, regarde, il y a des gens encore gentils sur Ouais. cette terre. Non, en vrai, j'ai 44 ans, mais bon, faut pas le dire. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de parler politique? Est-ce que c'est venu tout jeune? Est-ce que la politique, c'était inné chez vous? Est-ce que... Moi, je me suis pas intéressé d'abord à la politique, je me suis intéressé à l'histoire, tout particulièrement à l'histoire de mon pays, parce que ça m'intéresse. Depuis la Rome antique, l'époque médiévale, ça m'a beaucoup intéressé, le 19e siècle. Et quand on s'intéresse à l'histoire, on s'intéresse parfois à la géographie, comment est fait notre pays, où sont les fleuves, où sont les montagnes, de combien d'habitants sont peuplées les villes, etc. Et ça vous donne envie, évidemment, à la fin, de vous intéresser à la politique, parce que c'est la politique qui, aujourd'hui, au 21e siècle, va régir les rapports sociaux, les rapports humains, va réfléchir à comment on façonne le paysage, comment est-ce qu'on s'approprie notre histoire. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie de m'intéresser aux idées, plus qu'à la politique, parce que la politique, c'est très large. Les idées, je peux m'intéresser à la loi sur la fin de vie. Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Ça, c'est de l'ordre de la réflexion intellectuelle. Je peux m'intéresser aux questions de justice, aux questions de sécurité, aux questions économiques. Et en fait, tout ça, ça forme un grand tout qui s'appelle la politique. Et donc, c'est un engagement intellectuel, pour le coup, au service d'idées. Et on les envoie comme ça sur la place publique et on essaie de faire en sorte qu'elles résonnent le plus possible avec des gens d'horizons différents, des gens très diplômés, des gens peu diplômés, des gens de gauche, des gens de droite, des gens qui sont musulmans, des gens qui sont juifs, des gens qui sont chrétiens. Et moi, j'aime ça. J'aime pas parler qu'à un morceau de la France. J'aime parler à tout le monde. C'est ça que j'aime bien le titre de votre émission. Je pense qu'il faut parler à toutes les Frances, en fait. Il faut les faire dialoguer. Faut pas se mettre dans des bulles où parce que vous êtes de droite vous parlez qu'à des gens de droite, parce que vous êtes parisien vous ne parlez qu'à des Parisiens, ça n'a pas de sens. Être parisien, vous pouvez parler à des Marseillais en dépit du football, vous pouvez Alors, ça parler à des dépend, habitants les du Marseillais, Massif hein. central, à tous les oui je vois venir. Non mais Marseille, blague ils à aiment pas part, trop oui, Paris. on peut parler alors. Oui, c'est intéressant. On peut parler à tout le monde, sauf à des gens qui vous détestent et qui considèrent par essence qu'ils ne peuvent pas vous parler. Moi, j'appelle ça des abrutis. C'est-à-dire que voilà, j'aime l'ouverture d'esprit, j'aime la tolérance, et donc moi, je ne refuse par essence de parler à personne. Alors justement, on va vous poser une question parce que vous parlez beaucoup de la gauche. Vous dites qu'elle va mal. Vous avez écrit un livre dessus. Dans le sondage, on voit que dans les sondages, on voit que la droite est largement devant aujourd'hui. Est-ce que ça vous fait peur ou pas? Puisque vous parlez beaucoup de gauche, vous nous répondez juste après cette petite pause sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Magali Berda sur Sud Radio, nous sommes en direct, il est 20h15. Voilà, pour une émission exceptionnelle ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs, on ne vit pas dans la même France, ça fait débat, ça fait parler, on a fait beaucoup parler sur Twitter là, ce week-end, c'était sympathique. Alors, on reçoit ce soir pour un sujet très intéressant, faut-il armer toutes les polices municipales, puisque comme je vous l'ai expliqué en début d'émission, pas toutes nos polices municipales sont armées, tout dépend du maire. Donc une ville est armée et l'autre non. Voilà, donc... c'est assez spécial finalement à se dire, mais il y a des arguments pour, des arguments contre, et on va en discuter ce soir avec Bruno Clavé, député RN du Pas-de-Calais, et l'essayiste et chroniqueur télé Paul Mélin. Alors Paul, vous m'expliquiez juste avant pourquoi vous étiez essayiste, pourquoi vous en êtes arrivé là, enfin voilà comment tout ça s'est passé. Vous parlez beaucoup de la gauche. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous considérez comme de gauche ? Oui, bien sûr. Moi, vous savez, c'est pas parce qu'une partie de la gauche a changé que moi je vais changer. Moi je suis de gauche parce que je me revendique de l'héritage de quelqu'un qui s'appelait notamment Jean Jaurès, qui était à la tête du Parti Socialiste en France. Enfin, à l'époque ça s'appelait pas le Parti Socialiste, ça s'appelait la SFIO, au début du XXe siècle, qui a été tué pour ses idées, parce qu'il défendait des idées de paix, le pacifisme face à la Première Guerre mondiale, qui défendait la réduction des inégalités sociales, c'est ça la gauche, la réduction des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres, une vision aussi féministe, une vision contre le sexisme, contre les inégalités quelles qu'elles soient, et ça c'est un héritage qui moi me va très bien, donc je vois pas pourquoi j'adopterais un autre héritage. Est-ce que vous pensez que notre gauche d'aujourd'hui est pacifiste ? Pas forcément. Et d'ailleurs, la droite non plus, vous me direz, Donald Trump le montre en ce moment dans le monde, mais vous savez, moi je crois que la gauche, elle a perdu ses racines. Et du moment que vous vous déracinez, vous courez le risque, quand vous coupez vos racines, c'est pareil avec une plante, de crever, ou alors en tout cas de changer votre nature profonde. Et je crois que si aujourd'hui la gauche en France n'est plus majoritaire dans le pays, et si on nous dit le pays se droitise, c'est pas que les gens sont plus à droite qu'avant, c'est que la gauche a abandonné certains combats. Le combat sur la lutte contre l'insécurité, puisque ça va être notre sujet ce soir, le combat sur la lutte contre une immigration illégale avec ce qu'elle pourrait inquiéter les Français, qu'elle est tombée dans un certain nombre de lubies nord-américaines du genre ce qu'on appelle le wokisme, c'est-à-dire une forme de dérive dans la lutte contre les discriminations qui vise à en créer de nouvelles, le racialisme, toutes ces choses-là. Et donc la gauche s'est perdue. Et vous avez des figures aujourd'hui qui émergent, à l'instar de Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise, ou de Mathilde Panot, ou de Daniel Obono qui s'en vient nous dire qu'il y a trop de blancs à la fête de l'humanité. Voilà, c'est cette gauche-là, oui, moi, elle me déplaît fortement. Et quand vous voyez la droite monter et être aujourd'hui en tête des sondages, avec Jordan Bardella, Marine Le Pen, est-ce que ça vous fait peur ? Alors, vous savez, la première chose, c'est que, et ce sera un débat qu'on pourra avoir avec le député, le Rassemblement national lui-même ne se revendique pas de droite. Et ça, c'est intéressant. Marine Le Pen, elle est dans une logique, et je crois qu'elle a plutôt bien compris le pays de ce point de vue-là, de dépassement des clivages gauche-droite. Et en fin de compte, est-ce que les Français sont de droite, ou plus à droite qu'avant, ou est-ce que simplement, il y a des nouveaux clivages ? Il y a des gens qui pensent, par exemple, que la mondialisation, le libre-échange, les traités internationaux, on parle en ce moment du traité de libre-échange pour les agriculteurs, que tout ça, c'est l'horizon indépassable de l'humanité. Et puis, il y en a d'autres. Ils sont de gauche ou ils sont de droite ou ils sont de nulle part, qui disent non, nous on est plutôt des nationaux, on est plutôt des patriotes et on n'est pas favorable à ces échanges, on défend des souverainetés. Vous voyez, Marine Le Pen, elle est dans cette catégorie-là. Alors est-ce que cette catégorie-là, ça fait d'elle une femme de droite ou de gauche ? Vous demandez par exemple à Bruno Retailleau, qui lui est de droite, qui est à LR, il va vous dire Marine Le Pen, elle est socialiste, etc. Il va beaucoup la critiquer en disant qu'elle est de gauche. Parce qu'économiquement, elle a repris, et d'ailleurs beaucoup de députés sont élus dans des anciens bastions communistes, elle a repris beaucoup d'électeurs de gauche avec un discours très social, très redistributif. Elle parle aux classes populaires, Marine Le Pen, notamment aux classes populaires rurales. Et la gauche ne parle plus à ces classes populaires. Donc elles sont parties chez Marine Le Pen. Mais est-ce que ça fait de Marine Le Pen une femme de gauche ou de droite ? Je ne sais pas. Oui, alors on reçoit d'ailleurs en face de vous un député de Marine LePen, on peut dire ça, un député du RN, notre député, un de nos députés chouchous. Alors on a des députés chouchous de tous les partis. Oui, nous on a de tous les partis. Bruno Clavé, député RN du Pas-de-Calais. Alors vous êtes député de la 3e circonscription du Pas-de-Calais. Vous avez été élu dès le premier tour des législatives de 2024 sous l'étiquette Rassemblement national. Vous siégez auparavant comme conseiller municipal
à Lens. Donc vous êtes bien placé pour nous parler justement de notre sujet de ce soir, les polices municipales. À l'Assemblée, vous êtes membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation et vous êtes particulièrement impliqué dans les débats locaux, parfois en saisissant la justice pour défendre l'exercice de votre mandat dans votre territoire. Avant de rentrer dans le débat de ce soir, je voulais faire un point. On est de retour dans une phase de censure du gouvernement. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va être renversé ? Je le souhaite. Je le souhaite, mais je souhaite surtout un retour aux urnes. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que nous sommes dans une situation très compliquée, politiquement, démocratiquement. Et évidemment, pour nous, la seule solution, c'est de dégager une majorité claire pour gouverner le pays. Mais pour y arriver, évidemment, il faut une dissolution, il faut retourner aux urnes. Et si vous voulez, aujourd'hui, la menace de la censure et de la dissolution, d'ailleurs, qui a été brandie par monsieur Lecornu, soyons honnêtes, c'était simplement pour mettre la pression sur les socialistes et les républicains pour ne pas qu'ils votent la censure. Et c'est exactement ce que les socialistes d'ailleurs ont annoncé par la voix de monsieur Faure, c'est qu'ils ne voteraient pas la censure concernant évidemment le Mercosur. Donc oui, aujourd'hui la situation est compliquée, c'est vrai. Et c'est pour ça que nous, il y a une seule issue, c'est la démocratie, c'est le peuple. Alors, avant les fêtes, on a vu pas mal de Français en colère, dont les agriculteurs. Est-ce que vous pensez que changer de gouvernement va faire retomber la pression ? Surtout que normalement, on est déjà aux élections présidentielles, finalement, dans 1 an et demi, quasiment. Enfin, peut-être dans 1 an et demi. On est en 2027. Dans 3 mois, les municipales. Est-ce que c'est une bonne idée, finalement, d'imposer aux Français de retourner aussi au bureau de vote pour les législatives, en sachant que l'année d'après, ils vont devoir y retourner ? Parce que quand on change de président, on change aussi de député. C'est ça, si je ne me trompe pas ? Pas automatiquement, mais la coutume veut que le nouveau président, évidemment, demande une dissolution, évidemment, pour dégager une majorité pour gouverner. Oui, mais est-ce que c'est pas trop déstabilisé ? Est-ce que la France n'est pas déjà trop déstabilisée comme ça ? Mais la démocratie, l'exercice démocratique est toujours salutaire. Et le but, évidemment, est de toujours donner la voix au peuple, parce que c'est le peuple qui a toujours le dernier mot. Et vous posez la question sur les questions d'agriculture. Aujourd'hui, si nous en sommes là, justement, c'est parce que nous n'avons pas de majorité et que nous avons surtout aujourd'hui des élus, ce qu'on appelle le bloc central, et un gouvernement, évidemment, représentant cette couleur-là politique, qui sont allés à l'encontre de ce que voulaient les agriculteurs en appliquant simplement, disons-le, les directives européennes. Donc si nous en sommes là aujourd'hui, ce sont de leur faute et c'est pour ça qu'il faut qu'ils partent et qu'on ait une vraie majorité et qu'on ait aujourd'hui un gouvernement Rassemblement National, en tout cas dirigé par Jordan Bardella. Ah, vous voulez pas attendre 2027, vous voulez le RN tout de suite. C'est ça ? Oui, mais en fait, vous êtes un peu impatient, quoi. Vous savez, moi je me suis engagé en 2011 au Rassemblement, enfin à l'époque au Front National, donc moi depuis toutes ces années je veux évidemment le Front National ou le Rassemblement National à la tête du pays, donc c'est pas nouveau et je pense que les Français d'ailleurs l'ont montré, comme vous l'avez dit au début de cette émission, très clairement qu'il y a aujourd'hui un seul parti en tout cas qui arrive à sortir son épingle du jeu, c'est le Rassemblement National, parce que les Français ont finalement compris que nous étions en tout cas les plus cohérents et les plus crédibles sur toutes les questions aujourd'hui, sur toutes les problématiques aujourd'hui qui les touchent. Mais du coup vous dites que Rassemblement National et Front National c'est la même chose? Ça a été une évolution. Je parle de mon engagement. Il y en a pas mal qui s'enlèvent en se disant que le Rassemblement National n'est pas comme le Front National. Moi, je ne vais pas renier mon engagement. Je me suis engagé en 2011 au Front National. Je veux dire, j'ai aucun souci avec ça et j'assume évidemment mon engagement. En 2011, c'était Jean-Marie Le Pen ? C'était la fin de la présidence Jean-Marie Le Pen, parce que Marine Le Pen est arrivée présidente justement du mouvement à cette période-là, et elle a pu se présenter à la présidentielle. Parce que Marine Le Pen, elle veut s'enlever l'étiquette de Front National. Oui, d'accord, mais je veux dire, on va pas faire semblant quand même que nous n'avons jamais été le Front National. Vous assumez d'avoir été. Vous assumez d'avoir été. Non, mais il y a justement, comme tu dis, Mathias, des gens qui l'assument pas du tout. Et là, on a un député, Bruno Clavet, qui l'assume complètement. Je ne vais pas vous dire que je n'étais pas du Front National, étant donné qu'en 2014, j'ai été candidat au municipal, par exemple, sous l'étiquette Front National. Donc, mais c'est bien de l'assumer. Là où les autres se cachent derrière en disant que c'est un nouveau nom, c'est une nouvelle mentalité. Je pense que peut-être c'est ce qui manque parfois à certains membres politiques d'autres partis, c'est ce qu'on appelle le courage. Je pense qu'au Front National et aujourd'hui au Rassemblement National, nous avons en tout cas une qualité, c'est le courage. Ah là, qu'est-ce qui s'aime, dis donc. En politique, c'est conseillé. Et vous êtes candidat à la mairie, je crois. Et je suis officiellement candidat depuis une semaine à la mairie de Lens, bastion socialiste depuis 70 ans maintenant. Alors attendez, c'est aujourd'hui un socialiste qui est maire de Lens depuis 70 non, c'est les socialistes qui sont au pouvoir. Oui, non, mais j'ai compris. J'ai pas dit que c'était le même maire. C'est le socialiste. Non, mais il est depuis qu'il a 10 ans, le gars. Non, mais c'est une ville socialiste, entre guillemets, depuis 70 ans. Bien sûr. Et vous pensez que vous allez réussir à faire renverser ça ? Écoutez, aujourd'hui, il y a une érosion du vote socialiste, du vote communiste, parce que c'est une alliance socialiste et communiste. Et si vous voulez, les derniers
derniers scrutins, que ce soit la présidentielle, les européennes, les législatives, montrent aujourd'hui que la dynamique est clairement du côté du Rassemblement national. Et c'est aussi ce qui m'a permis de gagner dès le premier tour, de faire plus de 50% à Lens, notamment lors des législatives de 2024. Alors que j'étais face à un député sortant communiste, lui-même déjà très implanté. Donc la dynamique, clairement, aujourd'hui est là. Il y a en plus là, aujourd'hui, une érosion, une envie de dégagisme, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau local, parfois, vis-à-vis de ces anciens partis, qui, je pense, en tout cas, aujourd'hui, ont plus que failli, ont plus que trahi leurs électeurs. Et c'est ce que disait monsieur Melin aujourd'hui, c'est qu'une bonne partie de l'électorat de gauche aujourd'hui ne se retrouve plus dans ces valeurs de gauche, dans ces partis de gauche, parce que vous avez simplement une gauche qui est passée du parti de l'ouvrier au parti de l'étranger. Alors quand vous dites d'ailleurs, Paul Melin, que pour vous aujourd'hui Marine Le Pen ne se dit pas extrême droite, et que apparemment il y a même des gens de droite qui disent qu'elle est de gauche. Oui. Ça veut dire que vous qui êtes de gauche, vous pourriez voter pour Marine Le Pen ? Ah non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai essayé de faire l'exégèse, en tout cas de traduire ses propos à elle. Et je trouve intéressant qu'elle ne se dise pas de droite, parce que vous parliez du Front National. Il y a une évolution intellectuelle et idéologique. Jean-Marie Le Pen, sur plein de sujets, il pensait absolument pas ce que pense aujourd'hui le Rassemblement National. Et on prend souvent les caricatures, les outrances de Jean-Marie Le Pen, et Dieu sait qu'il y en a eu, et moi je les condamne. Mais par contre, il y a aussi une mutation intellectuelle. Économiquement, par exemple, Jean-Marie Le Pen, il soutenait le président Reagan aux États-Unis et sa vision libérale, très libérale du monde. Alors que Marine Le Pen est plus une étatiste, une colbertiste. Donc, par exemple, sur l'économie, il y a eu une transformation. Mais quand vous observez les partis politiques, ce qui, moi, me passionne, vous vous apercevez qu'ils ont tous changé. Les Républicains, aujourd'hui, ils reprennent pas tout le programme du gaullisme de 1958. Le Parti Socialiste, Dieu sait que ça a bien changé, que je peux pas vous dire que le Parti Socialiste... Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'observer les mutations des partis. Et effectivement, c'est pour ça que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le Rassemblement National a fait modifier sa doctrine, comme à peu près tous les partis. Le Parti communiste, M. Roussel, par exemple, il prend pas ses ordres à Moscou pour la bonne et simple raison que l'Union soviétique s'est écroulée en 91, mais il a changé, Fabien Roussel. Il n'est pas un communiste comme étaient les communistes au moment du pacte entre Staline et Hitler. Donc moi, je vais pas faire le procès à monsieur d'être un descendant des Waffen-SS ou des gens qui ont fondé Ordre Nouveau avec Jean-Marie Le Pen et que je condamne tout à fait. On a le droit d'être dans une organisation politique et intellectuelle qui a muté. Il vaut mieux avoir des désaccords, et c'est ce qu'on va voir peut-être ce soir sur le sujet de la police municipale, des désaccords de fond sur des sujets de 2026, puisque maintenant on est en 2026. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le débat public. Alors justement, on veut avoir vos désaccords. On est prêt. Voilà, on a hâte d'entendre votre désaccord. Ce soir, on se retrouve sur un débat. Faut-il armer toutes les polices municipales, puisque pas toutes les polices municipales sont armées. Tout dépend du maire. C'est le maire qui décide de ça. Donc vous pouvez avoir une ville qui est armée, une autre ville qui ne l'est pas. Et on débat avec Bruno Clavé, député RN du Pas-de-Calais, et Paul Melin, essayiste et chroniqueur télé. Et c'est tout de suite sur Sud Radio. Restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Magali Berda sur Sud Radio, nous sommes en direct, il est 20h29, c'est lundi, je suis très heureuse de vous retrouver, vous m'avez manqué depuis jeudi soir, voilà, parce que nous on fait pas d'émission le vendredi, et vous me manquez fortement, donc je suis très heureuse d'être là. Alors, c'est notre premier jour de la semaine, j'espère qu'on aura une belle semaine ensoleillée, en tout cas je vous le souhaite à tous, et je suis accompagnée de Mathias, comme tous les soirs, Mathias qui est amoureux, voilà, un grand changement, c'est une nouvelle semaine pour lui. Nouvelle semaine, nouvelle année. Il change de vie, il n'est plus célibataire, voilà, c'est ça fait des années. Ça va nous changer toute l'émission, je le sens. Oh non, regarde, ça va là. Tu vas plus draguer personne. Ah non, ça j'arrête. Mais je le faisais parce que toi tu me demandais de draguer. Tu mais quel mytho. Tu me disais pour faire le show. Mais arrête, mais n'importe quoi, n'écoutez pas. Je voulais remercier notre invité ce soir, monsieur Melin, pardon, parce qu'il t'a appris qui était Jean Jaurès. C'est pas qu'un boulevard, Magali, tu vois. Alors, Mathias, je t'explique. Encore une fois, je le redis. J'ai écrit 3 livres, dont un qui a fait best-seller. Ok, c'est bon. Donc, toi, alors. tu n'as fait que des soirées en boîte de nuit. C'est vrai. Voilà, merci. Et c'était des best-sellers. Allez, bonne année. Non, je rigole. Il a créé un jeu, c'est vrai. J'ai fait un jeu aussi. C'est quoi le jeu? Tu ris, tu perds. Un jeu de société pour la famille. Combien t'en as vendu? 2? Ton père et ta mère. Non, on en a vendu 84 000 boîtes. Ouais, d'accord. Ah, je te jure, on a fait une réédition du coup avec ça. Jure, c'est vrai. Ah, je te jure, sur tout ce que j'ai de plus cher. T'as vendu 84 000 jeux. 84 000 jeux. Mais donc, tu n'as pas besoin d'oseille. Malheureusement, j'ai tout dépensé. Elle était bonne ou pas celle-là? Elle était pas mal. C'est parfait. Merci beaucoup. Tu m'as enjolivé ma soirée. Alors, du coup, on repart sur notre sujet. Rien à voir. On est complètement à part. On parlait de live tout à l'heure, mais c'est l'émission qui part en live. Ah ouais, nous, vous savez, on ne sait pas ce qui peut se passer dans cette émission. Vous voyez, on a reçu Thomas Guénolé un jour en face de Jean Messia. C'était quelque chose. Ah oui. Ouais, c'était. Je vous dis pas. Puis on a reçu des. Ouais, c'est une émission vraiment spéciale.
spéciale. Ça peut être rock'n'roll avec une programmation comme ça, c'est sûr. Ah non, mais elle est très sympathique par contre, parce qu'on a des fois des très belles surprises, des fois des très mauvaises et des fois des très belles, mais c'est ça qu'on aime. Alors ce soir, faut-il armer toutes les polices municipales ? Alors je rappelle à nos auditeurs, à tous ceux qui nous retrouvent maintenant là, à 20h31, que la police municipale, et moi j'ai appris ça grâce à Sud Radio et grâce à l'émission On vit pas dans la même France, que les polices municipales, suivant la ville et surtout suivant le maire de la ville, ne sont pas armées, ou le sont. C'est-à-dire que vous avez... monsieur le député, vous pouvez me citer le nom d'une grande ville qui est armée ? Marseille, par exemple. Marseille, c'est armé. Oui. Et une autre ville qui n'est pas armée, une grande ville qui n'est pas armée, je crois Paris, non ? Paris, et j'ai envie de vous dire Lens aussi, si vous considérez ça comme une grande ville. Ok, donc Lens, par exemple, Paris n'est pas armé. Marseille, ils sont armés. Oui. Bordeaux a longtemps pas été armé aussi. Ça a été fait par son maire écolo qui vient d'armer la police municipale. Donc le maire écolo a armé la police. Donc c'est le maire. Alors, et puis on dit aussi, comme nous l'a rappelé Mathias, que c'était un très grand intellectuel, que le maire de la police est le premier policier de la ville. Ce qu'on appelle un OPJ, un officier de police judiciaire. Et il a un pouvoir de police administrative, exactement. Et c'est dans cette qualité justement d'OPJ aussi et de maire, mais qu'il a le pouvoir, de créer une police municipale et de décider si elle est armée ou pas. Donc ce qui veut dire que moi, si je deviens maire, je deviens flic. Ce qui veut dire que Sébastien Delogu, s'il devient maire, il devient flic. Malheureusement. Non, mais c'est ça. Il devient officier de police judiciaire. Il a un pouvoir de police administrative. Mais après ça reste une idée. Ça veut pas dire qu'il ne peut pas aller faire. C'est assez symbolique. Il ne travaille pas dans un commissariat avec des menottes. Exactement. Oui, et le maire ne peut pas être armé, évidemment. Oui, non, mais attention, parce qu'il y en a certains qui peuvent se prendre pour des cow-boys. Après, le maire écolo de Bordeaux, c'est des pistolets à eau. Non, l'eau c'est précieux. Attendez, c'est du gaspillage. Du coup, c'est des pistolets à bulles. Alors, est-ce que vous pensez que monsieur le député, donc c'est Bruno Clavé, notre député. Ah oui, moi je suis pas député du RN. Est-ce que vous pensez qu'on peut concilier une police municipale armée avec une police de proximité ? Parce que la police municipale, elle est vue comme une police de proximité, quand même. Est-ce que vous pensez pas, la police de proximité, c'est celle qui doit inspirer confiance aux citoyens, c'est celle qui est proche des citoyens. Est-ce que ça risque pas de faire peur justement aux gens et d'envenimer la situation qui est déjà un peu chaude en France ? Le rôle premier de la police municipale, c'est d'être une police de proximité. Mais aujourd'hui, la situation sécuritaire dans le pays est telle qu'il faut qu'ils soient aussi capables, avant de nous défendre, de se défendre. Je vous prends l'exemple, par exemple, du malheureux attentat de Nice sur la promenade des Anglais. Les primos intervenants étaient des policiers municipaux. C'est eux qui ont pu neutraliser le chauffeur du camion. Nice est armé ? Oui, à la preuve. Également, l'attentat à Nice, dans la basilique Notre-Dame, me semble-t-il, les primo-intervenants sont des policiers municipaux et c'est eux qui ont pu neutraliser. Donc, il y a un intérêt à ce que la police municipale soit armée, surtout quand aujourd'hui la police nationale elle-même est en sous-effectif et sous-dotée et qui a difficulté évidemment à couvrir tout le territoire. C'est exactement le cas sur ma circonscription avec le commissariat de l'arrondissement de Lens. Aujourd'hui, il manque une centaine d'agents de police nationale et c'est en ça aussi que la police municipale doit remplir aussi ces missions et doivent venir compléter aussi les missions de la police nationale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Écoutez, moi ce que je trouve un peu embêtant, c'est qu'aujourd'hui les maires sont confrontés à une violence accrue dans un certain nombre de villes de France et que quelque part l'État leur a un peu refilé le bébé avec l'eau du bain de la sécurité. Et donc vous avez des maires qui se trouvent confrontés à une insécurité grandissante et qui, même si au début c'était pas leur idéologie, leur idéal d'avoir une police municipale armée, par principe de réalité, par pragmatisme, ont fini par doter leurs policiers de pistolets. C'est le cas par exemple, on en parlait tout à l'heure, du maire de Bordeaux, Pierre Urmic, qui est écologiste, et qui, devant le constat de la montée de la violence dans sa ville, a bien été obligé de doter sa police d'une police municipale. Moi, j'ai pas d'opposition de principe à ce qu'on donne un pistolet aux policiers municipaux, à condition qu'ils soient formés pour l'usage de ces pistolets, pour qu'il n'y ait absolument aucune bavure possible, parce que c'est un métier, la police nationale est une police qui est bien formée, je parle même pas de la gendarmerie, enfin je veux pas faire de conflit entre la gendarmerie et la police, parce qu'il y en a quelquefois, mais en tout cas, on a des forces de l'ordre, pour être inclusifs, qui sont tout à fait bien armés. Donc, moi, je pense qu'on a déjà ce qu'il faut. Après, le vrai sujet, c'est la montée de la violence et de l'insécurité dans les villes. Et c'est comment est-ce qu'on la traite en amont. Quand un pays comme le nôtre, 6e ou 7e puissance du monde, en est réduit à réfléchir à comment armer sa police municipale parce qu'il y a de la violence au coin de la rue, c'est parce qu'avant de penser aux pistolets pour les policiers municipaux, il y a des monceaux de problèmes qui n'ont pas été gérés. Des problèmes éducatifs, des problèmes culturels, des problèmes sociaux, parfois des problèmes migratoires. Et en fait, le problème, c'est que si on ne regarde
regarde le problème de l'insécurité dans nos villes qu'à travers le sujet de la police municipale et de son armement, on passe à côté du sujet. Et donc, effectivement, il faut un bon programme de sécurité beaucoup plus global. Prenez par exemple une ville comme Paris, c'est une ville-monde, elle vit énormément d'insécurité. Madame Hidalgo a beaucoup été critiquée, on a dit oui c'est de sa faute, etc. Moi j'ai fait partie de ceux qui l'ont plutôt défendue. Parce que j'ai dit, en fait, elle n'a pas les moyens. C'est le préfet de police qu'il faudrait engueuler avec des guillemets. C'était monsieur Nunez à l'époque ou monsieur l'Allemand avant lui, etc. C'est l'État qui est dépositaire de la sécurité à Paris. Les élus locaux, ils font ce qu'ils peuvent. Et d'ailleurs, j'entends certains à droite qui disent oui, mais c'est quand dans les villes de gauche, il y a plus d'insécurité, etc. En fin de compte, quand vous regardez la plupart des grandes villes françaises, elles ont connu peu ou prou les mêmes vagues d'insécurité. Bordeaux a été de droite pendant des décennies et des décennies avec Alain Juppé, avec Jacques Chambon-Delmas. Il y a beaucoup d'insécurité à Bordeaux. À Toulouse, il y a beaucoup d'insécurité. Le maire, il est de droite. Et il y a beaucoup d'insécurité à Nantes et la maire, elle est de gauche. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas être dans un clivage entre la gauche et la droite sur ce sujet-là. Il faut être pragmatique et surtout, il faut essayer de réfléchir avant à tout ce qu'on peut faire pour éviter qu'il y ait des gens qui aillent vers la délinquance et vers la violence, y compris contre les personnes ou contre les biens. Il faut travailler dans le fond. J'essaye. Et je trouve que des fois, ça manque un peu en politique. Mais est-ce que vous êtes vraiment dans une réponse simple? Est-ce que vous êtes pour ou contre que toutes les polices municipales soient armées? Toutes, je sais pas. Si par exemple vous avez une ville dans laquelle le maire il observe de façon empirique qu'il n'y a aucun problème d'insécurité, je vois pas pourquoi la police municipale serait armée. Moi par exemple j'ai une maison, je suis pas toujours à Paris, la moitié de la semaine je suis à la campagne dans un petit village. Il y a évidemment pas besoin d'armement municipal parce qu'il y a juste pas de problème. Donc on va pas faire de la sécurité pour faire de la sécurité. Il y a aussi des villes de 5 000, 10 000, 15 000 habitants dans lesquelles que moi je connais bien en France où il y a manifestement pas de problème d'insécurité. Donc moi ce qui me gêne c'est toutes les villes de France. Ça n'a pas de sens qu'on fasse des polices municipales armées ciblées dans certaines villes qui subissent des trafics de drogue notamment, parce que c'est souvent ça, ou des attaques, des menaces d'attentats, etc. Pourquoi pas? Mais vous savez, ça appartient au maire et ça appartient aussi aux habitants de ces villes, parce que c'est eux qui votent pour le maire. Et si le maire dans son programme il dit moi je vais armer la police municipale et que les gens y votent, Vox Populi, Vox Dei, c'est la voix du peuple qui s'exprime et donc le maire il arme sa police municipale parce qu'il a mandat du peuple. Donc on ferait par rapport à un pourcentage on regarderait le taux de violence dans la ville, de criminalité, et là on armerait les gens. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est ce qu'on appelle les chiffres en fait de la délinquance générale, qui sont d'ailleurs consultables en ligne par n'importe quel citoyen. Du ministère de l'Intérieur. Exactement. Et évidemment, lorsque la situation sécuritaire est telle dans une ville, je pense que oui, il faut aller vers aujourd'hui, la création d'une police municipale, puis l'armement. Mais comme vous dites, évidemment, c'est aussi aux candidats ou aux maires en tout cas qui ont été élus de le proposer à leurs habitants, parce que s'ils sont élus sur ces programmes-là, évidemment, il faut le mettre en place. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que derrière, simplement, pour revenir à ce que vous disiez, c'est que oui, aujourd'hui, il y a un problème sécuritaire en France. Si on en vient à devoir créer des polices municipales aussi dans des villes, c'est parce que l'État aussi a failli sur le plan sécuritaire. Mais je pense que l'un aujourd'hui n'empêche pas l'autre. On peut pas se contenter juste de dire ça, de dire à ce compte-là, donc on attend que le problème se règle et on verra ce qu'on fait. Moi, je prends l'exemple de ma circonscription, désolé, mais Lens, encore une fois de plus, est la ville dans le Pas-de-Calais qui enregistre les pires chiffres en matière de délinquance du département. Trafic de drogue, vol, violence sur personne, délits, crimes, etc. Donc évidemment, aujourd'hui, c'est une demande de la population et quand on veut lutter par exemple contre le trafic de drogue dans certaines cités, il y a une perquisition récemment où ils ont trouvé 2 fusils à pompe par exemple. Évidemment, si on envoie la police municipale aussi effectuer des contrôles ou des verbalisations, notamment sur les petites incivilités, parce que ça va être sur du tapage, sur des jets de projectiles, etc. Évidemment, on peut pas les envoyer sur des points de deal sans armes. Donc c'est aussi une question de leur propre sécurité, mais aussi après évidemment de défense et de protection des habitants. Vous êtes d'accord avec ce que dit Paul Melun, c'est que pas toutes les polices municipales doivent être armées? Mais ça, c'est la volonté de chaque maire. Je veux dire, mais moi, j'estime aujourd'hui que tous les policiers municipaux doivent être armés, parce que s'il existe une police municipale dans une ville, c'est qu'il y a une problématique, en tout cas sécuritaire. Et aujourd'hui, la population est quand même en proie à une certaine violence, on le voit, et parfois les crimes, les délits aussi les auteurs en tout cas sont quand même de plus en plus violents, et c'est un moyen pour eux aussi de se protéger. Donc moi je pense que oui, aujourd'hui il faut pouvoir armer toutes les polices municipales, à condition également, parce que c'est le conseil municipal qui décide, que les finances de la ville le permettent, parce que cela aussi peut représenter un coût pour la collectivité, donc c'est une réflexion à avoir pour chaque maire et ce conseil municipal de trancher. Moi ce qui plus généralement me pose question là-dedans, pour pas dire problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de
de concours Lépine dans les mairies aujourd'hui, c'est un concours, c'est à qui va essayer d'organiser, et je le comprends parce qu'il y a la pression populaire derrière, la politique la plus, si ce n'est sécuritaire en tout cas, de surveillance. On a connu la montée des caméras de vidéosurveillance pendant des années. Il y a 30 ans ou 40 ans, quand une ville était dotée de la caméra de vidéosurveillance, tout le monde se disait mais attends, j'ai pas envie d'être filmé, c'est ma vie privée. On invoquait George Orwell, Aldous Huxley, des auteurs comme ça qui avaient imaginé un monde dans le 21e siècle où on serait tous espionnés et tout ça. Et à l'époque, un certain Patrick Balkany, qui était maire de Levallois-Perret, était un des premiers à avoir mis en place la vidéosurveillance. Et ça, les gens poussaient des cris d'orfraie. Et moi, je fais partie de ceux qui continuent à dire il faut une main tremblante quand on met en place des mesures de surveillance et de contrôle. Que ce soit la société des QR codes, quand on a eu le Covid, c'était un peu ça le débat. Que ce soit, je crois que c'est Christian Estrosi, le maire de Nice, qui dit oui, il faut généraliser l'usage des drones. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'on augmente tout ce qui peut être mis en place, qui est artificiellement, parce qu'en plus, ça marche pas à long terme, sécuritaire, parce qu'on se donne l'illusion que ça va fonctionner. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que si on continue sur cette pente-là, on finisse un jour, moi j'ai voyagé en Asie du Sud-Est, etc., comme à Singapour, comme à Hong Kong, comme dans un certain nombre de pays dans le monde, où vous aviez des chiens robots policiers qui, quand vous n'avez pas payé votre parc-mètre, vont vous hurler dessus. Donc, je dis juste qu'il faut faire attention parce que l'illusion du tout sécuritaire et l'illusion de la surveillance généralisée, ça finit toujours par pénaliser les honnêtes gens. C'est comme les sulfateuses à PV. Vous finissez toujours par être victime alors que vous n'avez rien fait. Et les vrais délinquants, eux, généralement, la caméra, le point de deal, ils en ont rien à foutre. Le point de deal, il se déplace à côté et ils font autre chose. Donc, ce qu'il faut, c'est une bonne politique pénale avec des magistrats qui condamnent sévèrement ceux qui font cela. Et c'est avant des bonnes politiques éducatives, des bonnes politiques culturelles. C'est là qu'il y a un discours de gauche à mener d'ailleurs. Voire d'ailleurs des bonnes politiques migratoires. C'est là qu'il peut y avoir un discours de droite. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il ne faut pas tomber dans la paresse intellectuelle sur les mesures sécuritaires. Alors, on va laisser répondre notre député Bruno Clavé juste après cette petite pause sur Sud Radio. À tout de suite, restez avec nous. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h45, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France, cette émission qui casse les codes, là où on fait rencontrer deux mondes qui ne se parlent jamais, les influenceurs, les personnalités publiques qui arrivent à fédérer des dizaines, des milliers, des centaines, voire même des fois des millions de personnes, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, qui débattent avec les politiques qui ont un peu plus de mal à se faire des copains sur les réseaux sociaux. Non, je rigole. Ils sont de plus en plus forts les politiques sur les réseaux sociaux. Hein. Ah oui ? Ouais, ils sont plus. Non, on voit une vraie évolution quand même chez nos politiques en France avec les vidéos TikTok. On a nos deux number one qui sont dans les deux opposés. On a Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella. C'est les deux top one TikTok. Faut s'adapter à notre époque aussi. Ah bah oui, non mais c'est vrai, non mais c'est bien. Ils n'ont pas le même âge, mais les deux sont performants. C'est vrai, hein. Et oui, bonne analyse de Florian en régie, les deux, tout en restant habillés. Non, il y en a qui sont obligés de faire, pour faire des millions de vues, en général, il faut faire un carnage. C'est pour ça que on va pas refaire l'émission de la dernière fois. C'était quoi? Je me souvenais plus. Les influenceurs. Ah oui. Ah ouais, non. Ah bah je suis sûr que Bardella, pour gagner, s'il doit faire mime, il fera mime. Hein. Mais non, pas du tout. Bon, il est prêt à tout. Bah non, comme Mélenchon, pareil, les deux. Ouais, les deux sont capables. Les deux, c'est des personnalités politiques qui sont là pour se faire élire, hein, donc oui. ils sont là pour séduire une communauté, et voilà, c'est comme ça, c'est comme des influenceurs, en vrai, entre guillemets. Vous pensez-vous que nos politiques sont de vrais influenceurs ? Ça dépend ce que vous entendez par influenceur, mais je veux dire, mais les politiques ont toujours été à leur façon influenceurs. Influenceur, c'est juste le terme moderne, si vous voulez, mais est-ce qu'on influence parfois des courants de pensée ? Est-ce qu'on influence les Français par nos idées, nos programmes, nos prises de position ? Oui. Je viens de lire le message de Julie, notre programmatrice, qui m'envoie par SMS: Bardella se présente pas, patate. Il va se présenter. J'ai pas compris, Julie. Qu'est-ce qui t'arrive, Julie ? Julie, qu'est-ce qui se passe ? D'ailleurs, Julie, gros coup de cœur pour vous, Paul Mélenchon, je tiens à le dire, en direct, en live. Julie, après, si tu m'entends. Les couples se font et se défont cette émission, j'ai l'impression. Ah bah là, on est carrément sur on va vous ramener Julie. Ah bah là-dessus, on est fort pour les doses comme ça. Julie, si tu nous entends. Mais pour la petite histoire, je suis venu dans cette émission parce que j'ai rencontré Julie dans une pizzeria du quartier et que je prenais ma pizza avec un de mes copains, Nathan, avec lequel je présente l'émission de l'autre côté du pont à France Télévisions, et elle m'a dit: je travaille pour Magali Berda, elle voudrait vous inviter dans son émission. Et j'étais entre la 4 fromages et la sauce piquante, et j'ai dit ouais, on verra. J'ai dit c'est quoi cette histoire? Et puis elle m'a un peu harcelé, et à la fin j'ai dit bien sûr. Enfin, elle m'a harcelé. Alors voilà, on voulait en tout bien, tout honneur. Hein. Paul, avant de vous la présenter. Elle m'a pas envoyé des photos, si c'est ça votre question.
mais Julie, on n'a aucun doute. On se doute. On n'a aucun doute sur le fait qu'elle vous ait appelé 150 fois. L'autre jour, moi je balance un dos. Elle a appelé Patrick Sébastien. Je vous jure que c'est vrai. Elle a appelé Patrick Sébastien. Elle m'a montré un message. Elle me dit mais qu'est-ce qu'il a, Patrick Sébastien? Je dis pourquoi? Et là, elle m'envoie la copie des messages. Et Patrick Sébastien lui dit je vous trouve très insistante, mademoiselle. C'est un peu gênant. Le pauvre, cet après-midi, elle a passé l'après-midi 15 fois à appeler Enrico Macias quand même. Hein. Ah ouais. Oula, oui. Dans 3 mois, on va faire l'émission entre nous. On va se retrouver en parti politique, toi et moi. Non, elle est redoutablement efficace, je la défends. Repartons sur notre sujet de ce soir. La police municipale doit être armée. Est-ce qu'il faut armer toutes nos polices municipales? Et alors, la question qu'on vous pose, Bruno Clavé, notre député RN du Pas-de-Calais, qu'est-ce qu'il en est de la vidéosurveillance? Est-ce que pour vous, ça peut être une solution de secours pour les villes qui ne sont pas vraiment en danger, entre guillemets, et de là où on n'a pas l'obligation pour vous d'armer la police municipale? Est-ce qu'on devrait augmenter les vidéosurveillances? Oui, je crois. Et justement, Monsieur Melin disait tout à l'heure qu'il avait peur que finalement ce soit les honnêtes gens qui soient victimes. Mais aujourd'hui, ce sont les honnêtes gens qui sont déjà victimes de l'insécurité en France. Parce que l'insécurité aujourd'hui a un coût aussi pour les Français, parce qu'ils doivent eux-mêmes s'équiper parfois d'alarmes, ils doivent s'équiper eux-mêmes de vidéos, de caméras chez eux. Donc l'insécurité aussi est un coût financier aussi pour les Français. Mais pour répondre à votre question, évidemment, la vidéoprotection, avant de permettre, souvent dans le cadre d'une enquête, de retrouver les auteurs de faits, elle a aussi un caractère dissuasif. Je veux dire, aujourd'hui, les délits et les crimes, la plupart du temps, sont faits dans des lieux qui ne sont pas surveillés, où il n'y a pas non plus de présence policière. Donc oui, évidemment, c'est important, je crois, d'avoir une vidéoprotection, si possible rattachée à un CSU, ce qu'on appelle un centre de supervision urbain, ce qui permet une surveillance 24/24 et 7/7 en collaboration évidemment avec la police nationale et les effectifs de police municipale qui sont sur le terrain. Mais évidemment, il y a un intérêt. Mais au-delà de l'action sécuritaire, par exemple, il ne faut pas attendre évidemment que la sécurité se dégrade. Je prends l'exemple de la vidéoprotection qui peut aussi permettre de lutter contre les dépôts sauvages dans beaucoup de communes, qui sont aujourd'hui un fléau aussi. Et donc évidemment, il y a tout un intérêt derrière aussi de tranquillité publique derrière l'installation de la vidéoprotection. Moi, je vous prends juste un exemple très concret parce que ça répond à votre observation et je le déplore. Vous allez par exemple sur le parvis de la gare du Nord à Paris, vous avez des caméras, il y a des piliers avec, vous voyez, des petits globes noirs avec des caméras à l'intérieur qui tournent à 360 degrés. Vous avez des agents de la RATP qui patrouillent, qui sont habillés avec des rangers, etc. Parfois, vous avez des militaires de sentinelle en armes, avec des FAMAS, etc., qui se promènent dans la rue. Et pour autant, vous entendez des hurlements, de la violence, du racket, des pickpockets. L'autre fois, j'avais pris un verre en face, vous discutez avec les garçons de café, ils vous disent, nous, on est terrifiés, c'est une catastrophe, on se fait agresser, etc. Donc, vous voyez, la réponse, elle est beaucoup plus profonde, en fin de compte. Et on peut mettre 50 caméras au mètre carré, comme sur le parvis de la gare du Nord. Si on résout pas le problème de fond qui fait que sur le parvis de la gare du Nord, on manque de se prendre un coup de couteau à chaque fois qu'on y va, quasiment, en fait, ça servira à rien. Donc c'est pour ça que je dis que c'est ce qu'on appelle, vous savez, c'est la théorie du pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire que on est les sociétés occidentales, et tout particulièrement l'Europe de l'Ouest, on se surarme et on surprotège nos villes, et pour autant, elles n'ont jamais été aussi insécurisées. Moi, mon modèle, c'est plutôt, jadis, moi j'ai vécu un peu en Suède, dans une petite commune en Suède, où il y avait des pots de fleurs sur les fenêtres, etc. Il n'y avait pas de barre aux fenêtres, il n'y avait pas d'alarme, et pourtant il n'y avait pas de délinquance. Où vous allez en Suisse, c'est la même chose. Pourquoi? Ou même dans d'autres endroits, la principauté de Monaco, il n'y a aucun problème. Il y a plein d'endroits en Europe dans lesquels il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a une politique différente en amont depuis des décennies. D'immigration, une autre politique notamment. éducative, une autre politique culturelle, une autre politique migratoire, bien sûr. Oui, mais après, c'est tout Donc, petit, voilà. Monaco. On ne peut pas comparer aujourd'hui Monaco, une principacité qui est minuscule, qu'on peut facilement surveiller par rapport à un territoire comme la France. Cet exemple-là un peu de façon provocatrice. Un pays comme la France. Bien sûr, vous avez raison. Mais après, est-ce qu'aujourd'hui, les caméras de surveillance, moi je prends mon exemple personnel et je pense que ça va parler à beaucoup de Français parce que je reçois beaucoup de témoignages quand on lance les sujets d'actualité, mais même quand vous dites, monsieur le député, de mettre des alarmes à la maison, mais vous savez que même mettre une alarme, moi fut un temps, j'avais une maison à Antibes, j'avais mis des alarmes et 3 jours après je me suis fait cambrioler et ça venait des installateurs de l'alarme. C'est-à-dire que maintenant on a même peur de mettre des alarmes, c'est ouf parce que on a même peur de se protéger parce qu'on sait même pas qui on fait. C'est comme les agents de sécurité. Moi, j'entends beaucoup de célébrités aujourd'hui qui ne veulent pas prendre d'agents de sécurité parce que ils ont peur après des réseaux qui sont derrière et qui finalement vous obligent à être tout le temps sous sécurité parce que si vous n'y êtes plus, bizarrement c'est là où il va vous arriver quelque chose. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, moi personnellement en tant que citoyenne française, j'ai peur d'aller sur les Champs-Élysées. Donc, vous dites il faut essayer de comprendre pourquoi le fond. Ah oui, vous avez raison, il faut comprendre le fond,
mais est-ce qu'on a le temps d'aller chercher le fond du problème? Parce que le fond du problème, il va être long à régler. Donc aujourd'hui, est-ce que les gens n'ont pas envie d'aller se balader sur les champs? Il y en a beaucoup qui n'y vont plus parce que il n'y a pas de policiers là-bas sur les champs, il n'y a pas beaucoup de... Mais si vous voulez, mais en fait, là c'est deux débats différents. C'est pourquoi aujourd'hui nous en sommes arrivés, et là vous parlez des Champs-Élysées, pourquoi à avoir peur d'aller sur les Champs-Élysées, et l'autre débat, c'est de savoir est-ce que oui ou non on doit se résigner et abandonner et se dire bon à ce compte-là la situation est telle, donc on va faire avec. Non, aujourd'hui évidemment il y a des raisons qui explique cette situation, et notamment la question migratoire aujourd'hui, qui est différente des pays du Nord notamment. Mais aujourd'hui, on ne peut pas évidemment régler la question de la sécurité sans régler le problème de l'immigration en France. Mais pour revenir sur le sujet plus municipal, aujourd'hui, de toute façon, la demande est là. Et d'ailleurs, on le voit dans les sondages, la première préoccupation des Français pour les élections municipales, c'est la sécurité. Est-ce que vous pensez que l'immigration, c'est le seul problème de la sécurité en France? Ce n'est pas le seul problème. Oui, c'est ça, c'est pas du tout le seul problème. Ce n'est pas le seul problème, mais c'est une des causes aujourd'hui, évidemment, de l'insécurité en France. Il y a évidemment la réponse pénale qui est rarement adaptée, même si aujourd'hui la loi existe, mais encore faut-il qu'elle soit appliquée. Après, vous avez la question évidemment des effectifs de la police nationale et du soutien de nos forces de l'ordre, que ce soit au niveau du matériel, que ce soit de l'humain, soit du financier, de la logistique, etc. Évidemment, aujourd'hui, il y a tout un tas de choses à améliorer. Mais on peut pas se contenter juste de faire un constat et de se dire puisque c'est comme ça, on pourra rien y faire. Donc, et la question des alarmes, de la vidéoprotection. Excusez-moi, si c'est pas dissuasif, ça permettra d'être au moins répressif. Si vous faites agresser sur les Champs-Élysées, vous serez bien content que ce soit filmé, pouvoir déposer plainte et qu'il y ait une enquête, qu'on puisse retrouver l'auteur des faits, par exemple. Bien sûr. Alors, on va passer tout de suite à notre question Flash and Cash avec notre jingle. Les questions Flash et Cash. Alors, les questions Flash and Cash, c'est nos questions rapides, simples et efficaces. C'est le moment préféré de nos auditeurs. Voilà, je vous pose des questions un peu cash. Bruno Clavé, fin du squat en Italie. Giorgia Meloni fait adopter une loi prévoyant l'expulsion immédiate des squatteurs et des peines de prison ferme. Pour les squatteurs, bonne ou mauvaise idée selon vous? Bravo. Il est temps évidemment de faire ça en France, même si je dois avouer que la loi a été modifiée aujourd'hui, que les expulsions peuvent se faire beaucoup plus rapidement qu'à l'époque. Mais évidemment, on applaudit dès demain et j'espère qu'on arrivera évidemment vers cela un jour en France. Paul Melun, c'est bon, je le dis bien? Oui. Okay. Vous êtes parfaite, Magali. Merci, c'est gentil. Sauf mon âge. Emmanuel Macron est-il le dernier rempart contre les extrêmes ou leur meilleur carburant? En tout cas, il a été élu à 2 reprises et il a gagné, il a triomphé de Madame Le Pen. Donc, du plus loin qu'il ait pu, il a été un rempart efficace, oui, pendant son mandat. C'est vrai ce qu'il dit. Les gens ont voté pour lui parce que, premièrement, oui, il y avait au début un programme et après certains pour faire barrage au Rassemblement national, mais je crois que les Français aujourd'hui s'en mordent les doigts et ils ont bien compris qu'aujourd'hui que le barrage qu'on doit faire, c'est contre le macronisme et contre l'extrême gauche notamment. Alors, Bruno Clavé, entre Trump, Macron et Mélenchon, qui incarne le plus la crise démocratique actuelle? Oula. Macron. Ok. Et Paul Melun, la radicalité de Mélenchon fait-elle gagner ou perdre la gauche? Elle l'a fait perdre. Il y a une dernière question pour Paul Melun, t'as pas lu? Pour ou contre un date avec Julie? Ah oui. Pour ou contre un date avec Julie? Oui, mais alors pas dans une pizzeria de quartier. Mais pas à Gare du Nord. Non, elle m'invite au Ritz ou au Meurice, un truc un peu bien. Elle vous invite? Oui, moi je suis un homme déconstruit, moi je me fais inviter. Oh là là. Elle va nous redemander un virement plus vite. Elle m'a dit qu'elle était hyper bien payée. Je lui ai dit profite-en pour m'inviter au resto. Vous nous dites si ça passe en note de frais. Ouais. Pas du tout. Si elle demande la note, je vais me poser des questions. Alors merci beaucoup, merci Bruno Clavé, député RN du Pas-de-Calais, candidat à la mairie de Lens, je le rappelle, et Paul Melun, essayiste et chroniqueur télé. Et je vous dis une très belle soirée. Moi je vous dis à demain soir sur Sud Radio à 20h.